Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre numéro de cette émission Prime Politique qui reçoit pour vous un habitué désormais de nos plateaux. Il s'agit de monsieur Damien Arandokun. Il est coordonnateur national du réseau des jeunes leaders du Bénin, RJLB. Cher invité, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter une fois encore notre invitation. C'est à moi. Merci beaucoup, chers amis, de prendre le rendez-vous de ce numéro qui aura justement pour focus d'aborder certains sujets majeurs. Vous le savez, la crise entre le Bénin et le Niger connaît peut-être un début de dégel, mais nous savons aussi qu'il y a des politiques maritimes à amorcer pour la sécurisation des intérêts économiques des deux pays. Qu'est-ce qui peut en retourner? Nous en parlerons avec notre invité, bien évidemment. On a appris au cours de la semaine l'interpellation du frère Ouvi. Quelle sera la suite de cette affaire? Quel est le regard de notre invité sur le sujet? Il en dira un mot. Et puis, toujours au cours de cette semaine, on a appris qu'une directrice d'école a été suspendue à Kobe dans le cadre de la mauvaise gestion des cantines scolaires. On parlera aussi, si vous en convenez, de ce retour mémoire, souvenir, en l'honneur de Jonas Pedro, le salsero béninois qui nous a quittés un 12 août 2004. Cela fait 20 ans ce mois que ces souvenirs de ce mélomane nous réveillent. A-t-on eu l'occasion de l'immortaliser? On posera certainement la question à notre invité. Notre invité justement qui a pondu cette semaine une réflexion sur l'effort opéré par le gouvernement dans certains domaines. Il a des propositions à ce sujet, des perspectives. Nous en parlerons avec lui. Je rappelle à tous que vous pouvez continuer par vous abonner à nos différentes pages et nous suivre via nos canaux digitaux. Monsieur Damien Arandokun, bienvenue une fois encore. Merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes, au-delà de ce que vous êtes coordonnateur national du réseau des jeunes leaders du Bénin, RJLB, vous êtes également juriste, expert en économie maritime et portuaire, environnementaliste et spécialiste du transport et de la logistique. C'est bien cela? Bien sûr, affirmatif. Merci beaucoup. Alors, parlons des relations entre le Bénin et le Niger. Vous êtes expert en économie maritime et portuaire. Dites-nous, depuis que cette crise a commencé, quelles sont les pertes que nous avons enregistrées au niveau de nos ports déjà? Merci une fois encore de nous donner cette opportunité de nous exprimer sur les questions d'actualité. Ouais. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette crise entre le Bénin et le pays frère, donc le Niger, Ouais. a eu beaucoup de conséquences. Et parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez, comme j'ai l'habitude de dire, et toute cette chaîne logistique est mise en branle, que ce soit les amateurs, que ce soit les transporteurs, que ce soit même le port, que ce soit les chargeurs, que ce soit les consignataires, les transitaires, les douaniers. Tout ce beau monde aujourd'hui, les conséquences sont tellement visibles et concrètes. Mais pour répondre, pour aller plus en profondeur par rapport à votre question, il urge aujourd'hui pour la sécurisation et pour renforcer donc les relations entre notre pays et le pays frère donc du Niger. Il faut prioriser donc des axes stratégiques. Et ces axes stratégiques, d'abord, en premier lieu, il faut le renforcement bilatéral donc des deux pays. Et c'est important parce que les derniers événements, tels que je l'ai dit, avec notre pays, le Bénin et le Niger, a fait quand même que les relations ne sont plus vraiment en de bons termes. Et aussi, s'ajoute avec le pipeline. Donc, il y a une commission mise entre le Bénin et le Niger qui existait déjà depuis des années. Je pense qu'il va falloir renforcer donc cette commission ou la réactualiser pour le bonheur donc de ces deux peuples. Ensuite de cela aussi, il faut la sécurisation de l'héliodique transfrontalier
Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le Niger est un grand pays qui a découvert donc du pétrole dans son sous-sol. Et à travers ce projet gigantesque qu'est donc le pipeline qui vient depuis d'Agadem en traversant donc les frontières terrestres et qui se pointe au niveau donc de Semekodi, il va falloir quand même que ces deux pays se concertent pour la sécurisation donc de cet oléoduc parce que c'est indispensable. Et selon les actualités donc très récentes, il y a des groupes d'individus, quelques individus qui s'attaquent donc au pipeline. Donc il va falloir aussi essayer de sécuriser donc l'oléoduc transfrontalier entre les deux pays. Et ensuite de cela aussi, il va falloir la sécurisation et la protection donc maritime. Je l'ai dit, je mets beaucoup d'accent sur la sécurisation parce que la protection donc de nos côtes. Et vous n'êtes pas sans savoir que selon donc le rapport donc de l'Organisation maritime internationale à travers donc le Bureau international maritime, en 2023, nous avions connu 120 incidents maritimes, surtout dans le golfe du Guinée. Le Bénin étant un pays membre donc, du golfe du Guinée. Et en 2023, je pense que il a eu un accroissement. Et puis, selon, si mes souvenirs sont bons, nous sommes aujourd'hui en 2023 à près de 120 incidents. Et pour des questions donc, de sécurité, des questions, des problématiques donc, de la piraterie maritime. Vous savez, le premier avantage d'un port, c'est d'abord les questions d'ordre sécuritaire. Si vous êtes un amateur et que vous devez venir dans un port X ou Y, vous devez savoir où faire les enquêtes si dans ce port, il y a ce qu'on appelle la sécurisation donc de vos navires, sécurisation donc des biens et des personnes, sécurisation aussi donc de vos activités. Donc, c'est des questions aujourd'hui, des problématiques de l'heure que ces deux pays doivent essayer de trouver un creuset pour pouvoir trouver donc les solutions idoines qu'il faut. Et si vous le permettez, c'est le lieu aussi donc de remercier vraiment le gouvernement parce que, vous savez, 2019-2020, nous avions connu aussi quelques cas de piraterie maritime au Bénin. Mais le gouvernement a trouvé les solutions idoines et qu'il faut. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que nous n'avions plus pratiquement de piraterie maritime dans nos eaux, dans les eaux maritimes donc, du Bénin. Et il faut le saluer effectivement. Il est bien vrai que nous ne parlons pas souvent des problématiques maritimes, mais c'est le lieu de saluer quand même le gouvernement et les autorités donc, qui ont donc la responsabilité donc, de gérer notre port. Parce que c'est ce qui fait aujourd'hui quand même que le trafic, en dehors donc de cette crise entre le Bénin et le Niger, le trafic a commencé par reprendre un peu parce que ça fait partie des piliers sur lesquels un amateur doit fréquenter votre port. L'autre aspect aussi, parce que c'est important qu'on en parle, vous savez, nous devons optimiser donc notre port parce que il y a des pays qui n'ont pas des façades maritimes telles que les pays de l'Interland, tels que le Niger, le Mali, le Burkina. Nous, Dieu nous a dotés donc de la mer. La mer est une richesse naturelle et Dieu nous l'a donnée. Je pense que nous devons optimiser donc ces ressources naturelles que Dieu nous a données. Et c'est pour cette raison que nous devons fidéliser les pays de l'Interland qui viennent nous demander donc des services et que nous offrons ces services-là en contrepartie. Donc, c'est le lieu de créer donc, les conditions nécessaires qu'il faut pour pouvoir fidéliser nos clients. Et vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui sont des spécialistes de marketing le savent souvent. Si vous aviez beaucoup de clients qui fréquentent par exemple votre restaurant, et je donne juste un exemple, si par jour ou par mois vous aviez 100 clients qui fréquentent votre restaurant, et à un moment donné vous constatez que l'effectif commence par diminuer, en tant que spécialiste, vous devez commencer par vous poser la question pourquoi l'effectif a commencé par diminuer, n'est-ce pas? Donc cela veut dire que ça veut dire qu'il y a un problème.
Et s'il y a un problème, au plus tôt, vous devez chercher les solutions qu'il faut pour résoudre le problème. Parce que si les clients vous fréquentent et que ces clients commencent par vous fuir parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs, c'est difficile, extrêmement difficile de pouvoir récupérer donc ces clients. Donc, je le dis et je le martèle que la fidélisation entre notre pays, le Bénin, et le Niger n'est pas marchandée. Nous devons trouver les voies et les moyens chaque fois et toutes les fois, tel que je l'ai dit à travers la commission mixte. Nous devons réactualiser donc cette commission au grand bonheur donc du peuple. Et des deux peuples surtout. C'est très important. Vous êtes expert en économie maritime et donc vous êtes dans votre rôle quand vous en parlez ainsi. Est-ce que le début du dégel entre les deux pays, un début auquel on a assisté, on sait que récemment, les émissaires du général Tiani ont été reçus au palais de la Marina par le président Patrice Talon. Il n'y a que l'ambassadeur béninois, près le Niger, qui avait été nommé depuis, et à cause des relations difficiles, il n'avait pas été là-bas. Il a été reçu officiellement par les autorités du Niger. Je veux parler de M. Jidas Agonkan. Et donc, les lignes sont en train de bouger. Est-ce qu'avec tout ceci, cette nouvelle atmosphère aujourd'hui, on sent que, bon, au niveau de notre port, au niveau de l'économie maritime, ça va reprendre? Est-ce que vous avez la même lecture? Je reste très optimiste, très ouvert, que les choses vont se normaliser d'elles-mêmes. Et il est bien vrai que, tel que la crise a surpris pratiquement tout le monde, ce n'est pas la même manière que cette crise va partir. Et il y a tout un programme rentrant donc dans le cadre donc, de la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger, et je reste vraiment très positif que d'ici quelques mois, les relations vont se normaliser au grand bonheur donc des deux peuples. D'accord. Alors, continuons toujours dans cet aspect-là de notre discussion. Pour la sécurisation des intérêts économiques entre les deux pays, vous le disiez tantôt, il y a uniquement le Bénin qui a un port, qui a quand même la mer, je veux dire, le Niger n'en a pas. Qu'est-ce qu'il faudra faire aujourd'hui, vous, en tant qu'expert maritime et portuaire, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de nos autorités aujourd'hui pour faciliter les choses et pour continuer par favoriser les échanges maritimes entre les deux pays? Je l'ai dit tantôt à l'entrée donc de votre question que aujourd'hui, pour pouvoir sécuriser les relations maritimes entre le Bénin et le Niger, la première des choses, d'abord parce que le port de Cotonou, c'est le port du Niger. Et le port de Cotonou a une bonne situation géographique. Pour vous relancer, gardez le fil de vos idées. On sait que avant d'être déchu, quand l'ancien président Bazoum était au Bénin, on parlait de leur pétrole et le président Patrice Talon faisait cette allégorie-là. Il disait que le pétrole du Niger est celui du Bénin. Naturellement. Voilà, et donc quand vous dites que le port du Bénin est le port du Niger, port du Bénin ça se comprend. Est naturellement le port du Niger. D'accord. Et donc, revenons à votre question pour sécuriser les activités aujourd'hui, c'est-à-dire les relations économiques entre le Bénin et le Niger. Plusieurs politiques doivent être envisagées au grand bonheur des deux peuples. Lesquelles, par exemple? Tel que je l'ai dit, il faut le renforcement de la coopération bilatérale entre le Bénin et le Niger. La sécurisation de l'oléoduc transfrontalier, c'est indispensable. Aujourd'hui, il faut la sécurisation de la protection maritime, tel que je vous ai dit. Les actes de piraterie dans le golfe du Bénin, ça a complètement diminué. Je vous ai donné des chiffres. En 2023, il y a plus de 120 incidents qui se sont donc produits dans le golfe de Guinée. Comparativement à l'année 2022, on était autour de 115. Donc, on doit mettre l'accent sur la sécurisation et la protection donc, maritime donc, du Bénin, et c'est très indispensable. J'ai dit que nous avions un port, notre port c'est un port de service, parce que nous offrons beaucoup de prestations à nos clients, donc nous devons tout faire pour fidéliser nos clients, pas seulement le Niger, et il y a aussi le Burkina Faso. Et donc,
il a aussi une partie du Nigeria. Donc, nous devons fidéliser. Je mets l'accent sur la fidélisation parce que c'est indispensable aujourd'hui. Nous devons répondre aux aspirations donc, de ces pays. Parce que ne pas répondre à ces aspirations, c'est de laisser donc, ces clients ou ces gros clients qui fréquentent donc, notre port aller donc, ailleurs. Car la plus belle femme ne peut donner ce qu'elle a. Exactement. Si les gens en croient en nous, parce qu'en venant dans notre port, ils constatent que le port de Cotonou, c'est un port sécurisé, c'est un port attrayant, c'est un port compétitif, à travers donc, ces infrastructures, la qualité de ces infrastructures, de ces superstructures, la sécurisation donc, des marchandises et la rapidité donc, de la cadence de la manutention, il n'y a pas de raison que les gros clients ne fréquentent pas notre port. Et je reste vraiment positif et tel que je vous l'ai dit que d'ici quelques mois, les relations vont se normaliser afin que les choses vraiment puissent reprendre dans les normes. D'accord. Alors, on sait que l'espoir, il est permis, puisque les relations se normalisent déjà, et c'est notre souhait d'ailleurs que les relations se normalisent davantage entre les deux pays frères, le Niger et le Bénin. Il y a un autre sujet, Monsieur Arondokun, qui a retenu notre attention au cours de la semaine. On a appris l'interpellation lundi en soirée du chroniqueur, celui qu'on appelle sous le sobriquet de Frère Hunvi. Il s'appelle Monsieur Steve Amonsou. Si les informations que nous avons à notre disposition sont exactes, il aurait été interpellé à Lomé. Voilà. Pour le moment, on n'a pas grand-chose comme détail par rapport à cela. Comment, en tant qu'acteur politique, et là, maintenant, vous laissez votre toge d'expert en économie maritime, vous revêtez votre toge d'acteur politique, président du réseau des jeunes leaders du Bénin. Comment est-ce que vous avez accueilli cette information et quelle lecture vous en faites? Merci beaucoup une fois encore de nous poser cette question vraiment brûlante de l'actualité. Et tel que je l'ai dit, telle une fumée de foudre, et nous avions appris cette information, comme vous et moi, à travers donc les réseaux sociaux. Et nous étions informés, tel que je l'ai dit, de façon officieuse, parce que juste à preuve de contraire, nous n'avions pas vu les autorités béninoises monter au créneau ou le procureur de la République qui nous confirme officiellement que le sieur Hunvi a été donc arrêté. Pour l'heure, nous allons essayer comment dirais-je, d'observer. Mais ce que je voulais dire, c'est que tout finit pas fini. Tout finit pas fini. Voilà un jeune talentueux que j'apprécie. Je ne suis ni content ni triste donc, de son arrestation. C'est un jeune talentueux que j'apprécie et qui est apprécié d'ailleurs à travers donc, pratiquement le peuple béninois. Mais il devrait en temps normal mettre ses atouts au service donc, de la République. Et je suis au regret de constater à travers les réseaux sociaux qu'il a été arrêté. Et si c'est vrai qu'il a été arrêté, il jouit quand même pour l'heure de la présomption d'innocence. Il n'est pas encore inculpé, mais pour souvent ces langages donc, de diffamation, d'outrage à l'endroit donc, des autorités donc, du Bénin, il va répondre de ces actes. Et le plus dur commence pour le sieur Hunvi. Mais ce qu'il doit retenir, c'est la jeunesse aujourd'hui doit prendre l'exemple de Hunvi. Et c'est le lieu d'annoncer les réseaux sociaux en insultant tout le temps, c'est ça? Bien sûr. La jeunesse doit apprendre du sieur Hunvi. Je le dis pourquoi? Parce que, vous savez, si nous devons être des acteurs politiques, ou si nous sommes des acteurs politiques et notre objectif, c'est de conquérir donc le pouvoir, ceux qui sont là ne vont pas s'éterniser. Ça veut dire que d'un jour à un autre, les jeunes aussi vont prendre le pouvoir, bien en apprenant donc des aînés. Cela veut dire quoi? Il faut avoir un comportement vertueux. Et tel que je l'ai dit, le sieur Hunvi, aujourd'hui, il ne verra personne derrière lui. Je pèse mes mots. Il ne verra personne derrière lui, ni l'opposition, ni la mouvance. Plus l'opposition parce que
Et souvent à travers ces chroniques qui dénoncent de tout ce qui se passe dans la République. Aujourd'hui, il a été donc arrêté, c'est dommage, mais il ne verra personne derrière lui et il serait vraiment le seul responsable donc de ces actes. Et c'est pour cette raison que la jeunesse d'aujourd'hui doit essayer de prendre conscience de son avenir et ne pas faire comme lui. Et ne pas faire comme lui. Parce que le faisant comme lui, les hommes politiques qui sont tapis dans l'ombre et qui commanditent des actes crapuleux à la jeunesse, je pense qu'il est temps que la jeunesse puisse vraiment se réveiller d'elle-même et se dise qu'elle n'est plus apte, capable pour répondre donc souvent à ces actes que les hommes politiques nous commandent. Donc c'est vraiment dommage, c'est regrettable. Il va répondre à ces actes. Nous attendons donc de voir la suite, bien évidemment, de cet épisode. Hein. Et bien sûr, on a appris l'interpellation, on attend des réactions, voilà, on attend des réactions officielles comme notre invité l'a dit, pour avoir plus de précisions sur ce sujet. Pêle-mêle, dans cette émission, on sait, M. Arondokun, qu'une directrice d'école a été suspendue justement parce que on lui reproche une mauvaise gestion des cantines scolaires, voilà, des produits entrant dans le cadre justement de ces cantines scolaires-là mises à sa disposition. On sait que les cantines scolaires, c'est quand même un effort que le gouvernement fait, déploie chaque année pour assurer au moins un repas chaud aux apprenants dans les écoles. Quand on apprend une mauvaise gestion à ces niveaux-là, au niveau justement des responsables d'établissement, quelle analyse vous en faites? Merci beaucoup une fois encore de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur ces problématiques donc, dans la République. Et vous savez, si vous faites, comment dirais-je, un retour ou l'état des lieux sur les cantines scolaires depuis 2016 jusqu'à 2023, vous aurez dû constater que chaque année, l'État fait beaucoup d'efforts. L'État déploie beaucoup de ressources pour pouvoir, comment on appelle, sécuriser et aider aujourd'hui les enfants à vraiment aller à l'école. Et c'est très important. Et ça fait partie des programmes phares donc, de l'action du gouvernement. Et vous savez, quand vous allez plus, quand je vais prendre peut-être, je laisse les villes à statut particulier et nous allons rentrer un peu... même dans la périphérie de Cotonou, si vous voulez, ou bien le Nord, le Borgou, le Mé, le Plateau et autres, vous allez constater que souvent, les enfants qui font des kilomètres pour aller à l'école, ils font des kilomètres pour aller à l'école et quand ils y vont les matins, à midi, ils n'y vont plus. D'un, à cause de la distance et de deux, parce qu'ils ne trouvent pratiquement rien à manger. Et le programme donc, des cantines scolaires est venu régler cette problématique. Donc, en tant que parents d'élèves, nous devons être vraiment contents de ce programme que le gouvernement a mis en place pour aider les enfants déscolarisés à pouvoir aller à l'école. Et souvent, ce n'est pas la première fois. Nous constatons chaque fois et toutes les fois que ce genre de dérapage où souvent les gens font, comment on appelle, ils extraient. Ils extraient souvent les vivres à travers des vols par-ci, par-là. Je pense qu'il est temps... Ce n'est pas le premier cas, hein, ça a été remarqué aussi. Ce n'est pas la première fois. Ouais. Et il faut commencer par punir sévèrement parce qu'on ne peut pas accepter dans la République que des vivres soient destinés aux enfants et que des directeurs ou des directrices essayent quand même de prendre ça comme leur propre chose. Oui, parce que c'est pour l'État, c'est pas pour eux. Oui. Les vivres sont destinés aux enfants et non aux directeurs ou directrices. Oui, est-ce qu'il n'est pas temps de repenser la façon de gérer peut-être ces vivres qui sont mis à leur disposition, peut-être créer une commission carrément de gestion de ces vivres-là pour les déposséder de ces directeurs et directrices d'école? Est-ce que peut-être le fait d'être en contact toujours avec ces vivres-là, qui, qu'on le veuille ou pas, entrent dans le processus alimentaire, ça crée la tentation étant forte? Je ne justifie pas le fait que les gens tombent dans la tentation, mais est-ce qu'il n'est pas temps de repenser cela
de les déposséder peut-être de ça. Vous savez, la cantine scolaire, dans chaque village ou école, est toujours sur, comment on appelle, sous les prérogatives donc d'un directeur ou d'une directrice. Tout à fait. Donc tout ce qui se passe dans une école X ou Y, le directeur ou la directrice normalement doit être au courant. Mais en amont, nous devons aller plus en profondeur pour voir pourquoi ce fléau a commencé par prendre d'ampleur. D'abord, c'est que le gouvernement doit faire un grand effort pour pouvoir mettre les enseignants, surtout au niveau primaire, dans de bonnes conditions. Parce que imaginez un directeur ou une directrice qui vole les vivres destinés aux enfants. D'abord, ça pose un problème d'éthique, de morale. Et de deux, est-ce que cette dernière-là, c'est-à-dire la directrice, est-ce qu'elle est bien payée? Et même si elle est bien payée, je pense qu'elle n'a pas le droit d'aller voler les vivres qui sont destinés donc aux enfants. Donc, je pense, tel que vous l'avez dit, l'État doit essayer de renforcer donc le système des cantines scolaires et mettre un peu mettre l'accent. Parce qu'il y a les tests qui existent, mais la mise en application donc, de ces tests-là, ça pose problème. Donc, sur le plan national, l'État doit essayer quand même de mettre des groupuscules, de petits groupes, au niveau donc des circonscriptions électorales, afin que la mise en application donc, de ces tests-là soit vraiment de mise pour le grand bonheur donc, des enfants. Parce que c'est une bonne chose qu'il faut pérenniser dans le temps. D'accord. Vous avez parlé du bon paiement. On sait tous que l'argent, plus on en a, plus on en a besoin. On sait que des autorités à de très grands échelons brillent par des détournements de milliards. Et donc, est-ce que le fait d'être bien payé règle le problème, M. Aronlo? Le fait d'être bien payé, je pense que ça règle d'abord un grand problème. Je le dis pourquoi. Et vous savez, à l'avènement donc du régime donc de la rupture, et ce qui me fait plaisir d'abord chez le leader charismatique, le président Talon, c'est que il vous met dans de bonnes conditions. Les preuves sont légion. Hein. Quand on vous a fait, on vous nomme à un poste, vous aviez tout ce qu'il faut pour donner le meilleur de vous-même. Si on met instantanément à un poste et on met tout ce qu'il faut afin qu'il puisse donner le meilleur de lui-même et que ce dernier détourne de l'argent, je pense que là, il faut sanctionner. Et tel que je l'ai dit, cela a rapport avec des questions d'éthique et de morale. Donc, on ne peut pas comprendre, et c'est inadmissible d'accepter que une directrice ou un directeur vole donc les vivres qui sont destinés à ces enfants. On ne peut pas accepter ça. Force doit rester à la loi et la directrice doit être écoutée et punie en fonction donc des lois de la République. D'accord. Parlons d'un autre sujet maintenant. On se souvient qu'il y a 20 ans que nous quittait le salsero béninois Jonas Pedro. C'était le 12 août 2004. Il décédait d'un cancer de la prostate. Est-ce que vous avez encore en mémoire l'artiste qu'il fut pour les Béninois? Merci beaucoup. Et cela me rappelle vraiment le bon vieux temps. Il est bien vrai que je ne connaissais pas trop Jonas Pedro, mais quand je naquis et par la suite, j'aime toujours bien écouter ses musiques. Et Jonas Pedro, comme les Gégé Viké, les Saborans, c'est des artistes quand même que moi j'adore personnellement. Quand, à un moment donné de la vie, quand j'écoute ça, je suis vraiment aux anges. Et le président Patrice Talon est en train donc de faire des réformes dans le secteur touristique. C'est-à-dire tout ce qui est culture, tout ce qui est art, et puis en train de réhabiliter les sites touristiques. Je pense que c'est une bonne chose, il faut applaudir. Mais le revers, c'est que au Bénin, nous n'avions pas la culture d'immortalisation donc de nos artistes. Et c'est le lieu de lancer un appel au chef de l'État que nous devons vénérer nos artistes. Parce que ceux qui sont à l'autre bout du monde, quand ils écoutent un Saboran, quand ils écoutent un Djidji Viké,
Et quand tu es dans les régions parisiennes, aux États-Unis, en France, quand tu écoutes Sabourin, vraiment, tu es fier de toi-même. Tu es fier que tu es un Béninois et que tu appartiens à une nation très forte. Donc, j'invite le chef de l'État à pouvoir mettre un programme en œuvre pour pouvoir immortaliser nos artistes. Et à l'instar des grands pays ou des grandes démocraties, nous voyons souvent des artistes qui sont immortalisés. Et cela fait quand même que à la nouvelle génération, on essaie quand même à travers des statuts, à travers beaucoup de choses. Les exemples sont légion. Donc, il est indispensable aujourd'hui d'immortaliser nos artistes. Et c'est une bonne chose. Les lieux touristiques, nous n'avions pas mal de lieux touristiques au Bénin. Nous pouvons essayer quand même d'immortaliser les artistes. C'est vrai qu'il y a un musée à Lokossa qui porte le nom de Jonas Pedro. Mais aux dernières nouvelles, suis parti. Le musée ne se porte pas très bien. Je suis parti, c'est pas le lieu de le dire ici, c'est pas dans de bonnes conditions. Donc il va falloir quand même que ça, c'est le rôle de la mairie. La mairie, puisque les musées souvent sont localisés dans un département ou dans une commune. Donc si l'État central joue sa partition, il ne revient donc qu'au maire d'une commune ou d'une autre à pouvoir prendre le relais pour pouvoir vraiment jouer leur partition, assurer toutes les responsabilités. Nous devons, je continue toujours de pleurer le départ de Jonas Pedro, cet artiste que nous aimons tous, paix à son âme, mais nous devons tout faire quand même pour immortaliser donc Jonas Pedro. Pas seulement Jonas Pedro, Gégé Viqué et tous les artistes qui nous ont quittés. Tous les artistes qui nous ont quittés. Merci beaucoup. Vous avez parlé de l'immortalisation qui n'est pas forcément chose concrète au Bénin, que le temps passe vite. On était encore dans l'adolescence quand on apprenait que Jonas Pedro partait. Voilà. Ça fait 20 ans déjà qu'il est parti. Ce qui demeure, c'est sa musique qui demeure, c'est l'héritage qu'il aura laissé pour la nouvelle génération. On va finir, Monsieur Arondokun, si vous le voulez bien, par cette réflexion que vous avez amorcée depuis lundi dernier. On a suivi un peu dans la presse. Vous avez conduit quand même une réflexion. Vous vous êtes même adressé, disons, au chef de l'État. Vous avez cité, vous avez fait référence à certaines autorités de notre pays. Le ministre José Tonato, le ministre Romian Wadaï, le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane, par exemple, qui, selon vous, sont des piliers de la rupture. Vous en avez parlé dans votre réflexion. Déjà, veuillez nous situer par rapport à cette réflexion-là. Quel est l'objectif qui sous-tend une telle réflexion de la part d'un acteur politique jeune comme vous? Il est bien vrai que ce n'est pas la première fois que j'adresse des lettres au chef de l'État ou des réflexions au chef de l'État. Je suis béninois, je dois contribuer quand même au rayonnement de mon pays. Donc c'est fort donc de toutes ces actions que j'ai jugé utile de faire donc cette réflexion à l'endroit du chef de l'État, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2006 à nos jours, qu'il a eu des investissements massifs, je dirais très massifs, surtout dans le domaine des infrastructures, et à travers aussi les programmes d'action du gouvernement qui se déroulent à merveille, parce que 8 ans déjà, nous sommes en train de constater de façon visible, de façon concrète, les réalisations donc du chef de l'État. Il est bien vrai que nous portons aussi des critiques face à ce régime, mais quand c'est bon, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire que tout roule sur des roulettes, et c'est pour cette raison, compte tenu donc de ces investissements massifs, que nous aurions donc suggéré à l'endroit du chef de l'État, comme pour la durabilité donc des investissements massifs consentis donc par le gouvernement, il va falloir donc je dirais ressusciter donc le concept de durabilité des infrastructures au Bénin qui n'est pas visible. Et vous n'êtes pas sans savoir que au niveau donc du ministère du cadre de vie, il est bien vrai qu'il a une direction qui s'occupe de la maintenance des infrastructures. Cette direction n'est pas visible. Et l'exemple que nous avions donné, quand vous connaissez bien le Bénin, vous quittez Ilakodi à 20 h, c'est difficile pour vous de conduire de Ilakodi jusqu'à Cotonou. Et les exemples sont légion. Vous voyez les panneaux solaires. Même les panneaux solaires que ce régime a essayé d'implanter un peu dans la ville de Cotonou ou dans le Grand Nokoué, et ces panneaux solaires, souvent, ça se gâte.
Et à l'instar donc des pays développés aujourd'hui, s'il faut créer aujourd'hui, nous devons être vraiment proactifs pour tout ce que nous faisons dans la République. S'il faut créer une agence aujourd'hui qui serait vraiment une agence proactive, c'est-à-dire quand vous voyez par exemple le long du corridor où les camions, il y a des accidents, les camions cassent les poteaux électriques, il n'y a pas un service actif pour pouvoir réparer ces infrastructures. Et ça prend du temps, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Dans les pays développés, ça ne se passe pas comme ça. Cela voudra dire que nous devons reprendre la législation qui est en cours par rapport aux accidents ou aux incidents pour aujourd'hui, quand les infrastructures sont gâtées, au plus on donne un délai, ça peut être un délai d'une semaine comme dans les grandes démocraties, ou même aussitôt l'incident s'est produit, il faut le réparer. Donc nous avions attiré l'attention du chef de l'État par rapport à la durabilité de tout ce qu'il est en train de faire. Il ne sert à rien d'investir de l'argent massif dans les infrastructures, dans les réformes, et que chemin faisant, tout commence par se dégringoler. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, si le gouvernement nous écoute et que le gouvernement ne fera pas vraiment la sourde oreille, il est aujourd'hui quand même impératif, où nous voulons voir quand même le gouvernement prendre donc nos doléances en compte pour pouvoir vraiment créer une agence comme ça, surtout pour la maintenance des infrastructures. Et pour finir, et même quand vous prenez aujourd'hui la route la route de pêche qui n'est même pas encore finie, il est bien vrai que les travaux continuent encore. Et il y a les lampadaires solaires, tout ne s'allume pas. Donc aussitôt, quand on constate que les choses ne s'allument pas, il faut les remplacer. Il ne faut pas attendre des mois, des années, ou à l'approche de la fête du 1er août, ou à l'approche du Nouvel An pour pouvoir les remplacer. S'il faut mettre un service dynamique dont les tâches seront donc confiées, il faut le faire très vite pour que la République vraiment puisse vivre dans le temps et dans l'espace. Tout à fait. En tout cas, vous avez pondu une très très belle réflexion à l'endroit de nos gouvernants. Et là-dedans, il est quand même intéressant que les autorités qui nous écoutent s'imprègnent de cela pour pouvoir en puiser, parce que vous l'avez dit, vous êtes béninois et vous apportez votre pierre à l'édification de notre pays. Donc, c'est une réflexion à bien prendre en compte, surtout au niveau des différentes propositions. Vous avez cité quelques noms, les ministres, on sait qu'il y a le ministre José Didier Tonato, il y a le ministre d'État Romuald Wadani, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et bien d'autres personnalités. Est-ce que peut-être il serait envisageable que ces autorités vous reçoivent pour leur dire de vive voix le contenu de vos réflexions? Et il est bien vrai que, tel que je vous ai dit, ce n'est pas la première fois. Je suis partant si ces ministres m'appelaient un jour. Et j'ai remercié tous les ministres, mais de façon précise. Et il y a des ministres aujourd'hui, depuis 2006, qui sont aux côtés du chef de l'État. Depuis 2016. Depuis 2016, bien sûr, excusez, qui sont aux côtés du chef de l'État. Il faut essayer quand même de les remercier à travers leur management, à travers leurs compétences et à travers tout ce qu'ils font aujourd'hui pour la République. Tout ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est ni pour talent, ni pour ces ministres, mais c'est pour la République. Parce qu'il y a quand même le principe de continuité de l'État et qui s'impose à nous tous. Donc, je ne peux que les remercier et leur dire donc du courage, parce que construire un pays, construire une nation, ce n'est pas facile. C'est extrêmement difficile, mais il faut y mettre donc de la méthode, il faut y mettre donc de l'ordre et donc du management nécessaire qu'il faut pour pouvoir conduire les réformes à bon terme. Merci beaucoup. Vous faites partie des jeunes acteurs politiques qui contribuent à leur façon au rayonnement de notre pays avec des propositions assez concrètes. C'est à votre actif. Merci beaucoup. Il faudrait justement qu'au-delà des acteurs, que les Béninois s'imprègnent de ce que vous faites, notamment au niveau du réseau des jeunes leaders du Bénin, RJLB. Justement, parlant de votre réseau, quel message avez-vous à l'endroit de vos militants, de vos sympathisants et de toute la coordination nationale? Merci beaucoup. Le message que je voudrais lancer à l'endroit de nos militants, de nos sympathisants, et tel que j'ai eu l'habitude de le dire, le réseau des jeunes leaders du Bénin n'est pas un réseau qui est né pour pouvoir gonfler l'effectif des réseaux. C'est un réseau à part entière, un réseau. Donc, l'un de ses slogans est intitulé « Agir autrement ». Nous devons agir autrement dans la politique. Notre objectif, c'est d'être au cœur des élections de 2026, tel que je vous ai dit. Et nous sommes toujours au laboratoire pour pouvoir dire aux Béninois, compte tenu des aspirations des Béninois au niveau de chaque département, voilà donc le profil idéal des candidats qu'il faut choisir. Nous n'allons plus choisir pour choisir et regretter,
mais nous allons choisir le bon candidat compte tenu donc des réformes. Et pour faire le choix d'un candidat, c'est en fonction donc des réformes. Le président Talon, au soir donc de ce mandat, nous allons nous regrouper tous à tabler autour d'un plateau technique pour pouvoir faire donc le bilan. Le bilan, c'est en fonction des réalisations et non en fonction du militantisme, en fonction de comment on appelle, de l'électorat. C'est en fonction donc des réformes. Et nous allons essayer de voir si ces réformes aujourd'hui rentrent dans la ligne directrice et pour donc la pérennisation des réformes et puis le vécu donc du peuple béninois. Merci beaucoup. Ce sera votre mot de la fin. Vous êtes Monsieur Damien Arondokun. Vous êtes juriste, expert en économie maritime et portuaire, environnementaliste et spécialiste du transport et de la logistique. Vous êtes un acteur politique, je l'ai dit, coordonnateur national du réseau des jeunes leaders du Bénin, RJLB. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à moi, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. J'aime à rappeler que vous êtes un ami personnel. De la faculté. Exactement, de la faculté. Merci beaucoup. Merci. Chers amis, merci de nous avoir suivis. C'est ici que s'achève votre émission. Merci à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme. À bientôt.